Bonjour à tous, merci de nous rester fidèles dans le cadre de votre émission agricole Braves Paysans, produite par l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques AVA. Nous vous emmenons aujourd'hui à la découverte d'une dynamique société coopérative productrice de café cacao à Gabiagui, la Copaga. Vous voulez en savoir davantage? Elle travaille pour le bien-être de ses membres et de toute la communauté. C'est un modèle à copier. Ça se passe de commentaires. On y va avec le reportage. La Copaga, coopérative agricole de Gabiagui, a été créée le 30 septembre 1999 et agréée le 2 mars 2000. Elle compte 3000 membres, exploitant une superficie de 14 158 hectares de cacao repartis sur 14 villages et 30 campements. Sa capacité de commercialisation est de 12 000 tonnes. Son capital social est de 165 060 000 francs CFA. Le conseil d'administration compte 9 membres et est présidé par M. Kwasi Kwame Bernard. La coopérative emploie 55 personnes, dont 45 permanents et 10 temporaires. Son objectif est l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses membres. À cet effet, la Copaga a réalisé plusieurs infrastructures socio-économiques. Notre équipe a bien voulu visiter malgré l'état défectueux des routes. Notre première destination, Mathieu Cros. Ici, nous avons pu échanger avec le premier adjoint au directeur de l'école du village. Dans les débuts, quand nous sommes arrivés, il y avait un bâtiment de 3 classes avec un préau dans lequel nous faisions les cours. Vraiment, ce n'était pas facile. Et aujourd'hui, ce nouveau bâtiment que vous voyez, il a été offert par la coopérative Copaga. La seconde étape de notre visite fut Brocro. Là également, nous avons visité l'école réalisée par la Copaga. La ville de Gabiagui dispose d'un collège moderne permettant ainsi aux élèves admis aux différents examens de parcourir moins de distance. Reconnue comme l'une des meilleures coopératives de la région, il nous a été donné de constater la performance de certains producteurs, dont Kofi Nguessan de Bida. Pour lui, pour avoir une bonne production, il faut bien entretenir son champ et surtout s'ouvrir au conseil des encadreurs. C'est la Nada qui vient me montrer ma façon quand je fais. Je nettoie bien. Nada est bien, il dit ça, fais ça, fais ça. Je prends ma machine, il vient, je paye médicaments, on traite mon champ. Quand je vois mon champ, quand je vois que ça ne va pas, je vais à Kobara. Je dis, mon champ là, ça ne sent pas bien. Il dit, besoin quoi? Engrais. Comment je vais faire? Comme je n'ai pas l'argent, comment je vais faire? Il dit, bon, si c'est comme ça, moi-même je vais te donner engrais, tu vas faire. Les médicaments, s'il y a bêtes qui sont là, je vais te donner médicaments, tu vas faire. Notre visite nous a conduit à Boigny-Cros, où également l'équipe du magazine agricole Braves Paysans a rencontré d'autres producteurs. Je m'appelle Kofi Aoutou, j'ai 5 hectares de cacao. Je suis membre de la Copaga depuis 1999. Je remercie Copaga pour toutes les actions qu'elle a menées en faveur de ses membres. En l'occurrence, la caisse d'épargne et de financement agricole, on appelle CFA. Cette caisse nous permet de bénéficier des fonds pour pouvoir choisir nos enfants et aussi pour avoir des intrants pour traiter nos champs. La Copaga aussi a créé une école, un collège en particulier, pour rapprocher des enfants de leurs parents. Donc avant, nos enfants partaient à San Pedro, Soubré, Abidjan. Maintenant, avec la venue de cette école-là, nos enfants sont proches de nous ici. La Copaga aussi a créé un centre de santé et quand nous sommes malades, notre ambulance vient nous évacuer pour aller nous faire soigner. Donc en tout cas, je rends grand hommage à Copaga pour toutes ces actions menées en faveur de ces coopérateurs. Il faut souligner qu'au sein de cette société coopérative, il existe également des femmes productrices. Nous sommes au champ en train de travailler. Nous produisons du cacao. La coopérative nous donne des produits. Quand on récolte aussi le cacao, on vend à la Copaga. Ces courageuses femmes produisent en moyenne 700 tonnes de cacao. À côté du cacao, elles cultivent également du riz, du manioc, du piment, de l'aubergine, etc.
Dans notre association, nous on fait travail du champ, riz, travail de cacao, travail de manioc, travail d'aubergine. Nous, on veut que toutes les femmes, ils n'ont qu'à venir. Ceux qui n'ont pas encore debout, ils n'ont qu'à venir. On va travailler. Ça, il y a bénéfice. C'est ça, on va aider nos maris pour que nos enfants vont aller à l'école. Le cacao récolté est acheminé à l'usine de conditionnement où il subit des traitements afin d'avoir du cacao de très bonne qualité. Après la réception et l'analyse qualité, nous procédons ici au séchage, c'est-à-dire au conditionnement de notre produit, c'est-à-dire le cacao. Nous déversons le cacao à la trémie et après, c'est transféré dans nos conduits au séchoir. Et après séchage, nous les transférons ici dans notre silo. Notre séchoir a une capacité de 10 tonnes et le silo a une capacité de 5 tonnes. Après cela, nous procédons à l'ensachage et ensuite nous les acheminons vers nos clients extérieurs à l'étranger ou au plan local. Au sein de cette société coopérative, il existe un comité de sages qui a pour rôle de veiller à la bonne entente de ses différents membres. À la tête de cette grande et performante société coopérative se trouve un homme dynamique et compétent qui ne ménage aucun effort pour le bien-être de ses membres. Il nous parle de la création de cette société coopérative. La coopérative qui vous accueille cet après-midi est une coopérative créée par les producteurs du café cacao de la sous-préfecture de Gabiadji. Et la coopérative a été créée sur l'initiative des producteurs eux-mêmes, dont j'en fais partie. Nous avons réfléchi à un moment donné, après avoir testé l'expérience des GVC, et vu que de façon individuelle, on ne peut pas affronter la pauvreté, nous avons jugé utile de se mettre ensemble. Chose qui n'a pas été facile. Parce qu'il y a certains endroits où les parents n'avaient plus confiance à ces gens d'organisation. Il fallait les remotiver. Et nous qui avions été devant, on a su les convaincre, on a su les sensibiliser. Et ils ont accepté de se mettre ensemble. Et c'est en cela que nous avons créé la Copaga. La Copaga a été créée le 30 septembre 1999. Et on a eu l'agrément en 2000. Pour lui, les différentes infrastructures socio-économiques sont au bénéfice de toute la population. La Copaga a fait son petit bonhomme de chemin. Et dans l'ensemble, je peux dire que on a atteint quand même 80%, pour ne pas exagérer, de nos objectifs, parce qu'on a pu faire des réalisations importantes dans l'intérêt de nos coopérateurs. Pour avoir une bonne société coopérative, il faut une bonne organisation et surtout se mettre au service des coopérateurs. Les sociétés coopératives génèrent de l'emploi. Alors, elles ont besoin d'être appuyées et soutenues. Avoir une coopérative, c'est une très bonne chose. Parce que la coopérative permet de créer des emplois. Aujourd'hui, nous parlons d'emplois aux jeunes. Il faudrait que l'État pense aux sociétés coopératives. Parce que nous sommes sur le terrain, nous avons l'expérience. La coopérative que nous avons l'honneur de conduire et dessiner, aujourd'hui enregistre près de 200 employés, dont la plupart sont les jeunes. Supposons qu'il y ait au moins 100 coopératives de cette dimension qui emploient plus de 200 employés. Vous voyez ce que ça fait déjà. Donc ce sont des entreprises rurales, parce que dans la coopérative, il y a plusieurs paliers. Donc chacun peut quand même trouver un poste. Donc nous demandons à l'État de faire en sorte que les coopératives soient appuyées, soutenues, pour qu'elles puissent jouer leur rôle qui est le développement rural. Parce qu'en milieu rural, souvent il y a des missions où quand bien même l'administration est là, on a toujours besoin des sociétés coopératives
pour donner un coup de main. Quand on veut construire un centre de santé, une école, on veut faire des routes, on veut faire des petites missions dans la sous-préfecture, les coopératives sont toujours sollicitées et je pense qu'elles ont besoin d'être soutenues et encouragées. L'équipe du magazine agricole Brave Paysan a été heureuse de visiter et de faire découvrir cette société coopérative qui, à nos yeux, est un modèle à copier. J'ai en charge la gestion quotidienne de la coopérative. Le conseil d'administration a bien voulu nous confier cette mission que nous essayons de coordonner. Dans notre mission, nous sommes amenés à faire des rapports périodiques au conseil d'administration, de faire des prévisions, élaborer des budgets que nous soumettons au conseil d'administration et de rédiger les rapports annuels de gestion qui leur sont soumis pour validation. Et par la suite, ces rapports sont présentés par le soin du conseil d'administration à l'Assemblée générale. Nous sommes en relation avec les tiers. Les tiers, je veux parler des fournisseurs de produits, c'est-à-dire nos membres. Nous sommes aussi amenés à collaborer avec les clients que sont les exportateurs de cacao, avec qui nous négocions les contrats de commercialisation du cacao. La problématique de l'écoulement, le transport des produits vivriers, des spéculations de rente reste encore un dossier épineux en Côte d'Ivoire. Pourtant, plusieurs producteurs continuent toujours déterminés à maintenir la place de premier rang de notre nation dans plusieurs variétés de production agricole. Cependant, leurs efforts ne sont pas révélés à la face des médias de la nation, vu leur position reculée dans le fin fond du pays. Parmi ces dignes agriculteurs, on retrouve Sieur Kwadio Fodio Félix. En effet, situé dans un hameau entre Assuefri et Tanda, Yao Bini abrite l'un des plus grands producteurs d'anacarde du département de Tanda, dans la région du Zanzan. L'Agence pour la valorisation de l'agriculture, en quête depuis toujours des modèles de bravoure en agriculture, n'a ménagé aucun effort pour aller à sa rencontre en empruntant, malgré tous les risques de cette piste de 12 km séparant le village Gendé et son campement enclavé. Il nous explique ses débuts dans ce domaine. Je suis allé à l'école en 78. 85, j'ai laissé l'école, en classe de CM2. Donc quand j'ai quitté l'école, il y a mon oncle qui est présentement à Niblekro qui voulait m'amener là-bas pour me donner du travail. Là, mon papa est décédé en 83. En 83, le feu avait tout ravagé ici. Ce qu'on faisait pour avoir à manger, c'est le maïs. On avait un vieux qui m'a dit une fois que à Fodio, on dit à Nakada qui vient de commencer, qu'après ça va se payer. Il faut planter aussi. C'est là que j'ai dit, vieux, j'ai compris. L'année là, j'ai fait 2 hectares. Donc, après tout, j'allais de l'avant. J'ai fait 2e champ avec 3 hectares. Malgré toutes les catastrophes subies pendant ces nombreuses années, cela n'a pas entamé sa soif d'être un brave paysan. C'est en 92, le feu est venu tout ravager. Je n'avais rien. Donc, j'ai dit, je ne vais plus faire champ d'anacarde. On dit, il y a Uruku qui est venu. J'ai planté Uruku. Uruku ne se paye pas. C'est là ils ont commencé à payer anacarde un peu. S'ils ont trop payé, 100 francs, 75. Là, j'ai dit, je vais recommencer à faire l'anacarde. En 94, le feu a ravagé tout encore. Bon, j'ai dit, je ne suis pas découragé. Je vais reprendre. En 97, le feu a tout ravagé. Là même, je ne voulais plus faire du champ. J'ai recommencé. J'ai commencé avec 4 hectares. Et ça marchait, ça a réussi. J'ai commencé à augmenter. Donc, présentement, je peux dire que je suis l'un des meilleurs planteurs. Si je n'ai rien, au moins 80 hectares.
d'anacarde. Ainsi, ayant fait adopter sa passion et sa fibre d'agriculteur à la jeunesse de son village et même auprès de ses proches, son jeune frère citadin, en quête d'opportunités pour son autonomisation, a donc décidé de le rejoindre dans cette aventure. Le grand frère Fodio, en vérité, je l'admire pour son courage et pour l'amour du travail bien fait. Je l'assiste en conseil comment orienter ses plantations, comment nous pouvons trouver des marchés pour que sa production puisse sortir pour être mieux vendue. Compte tenu de l'état de la route, nous n'arrivons pas à pouvoir faire sortir les produits comme il se doit. Si aujourd'hui l'État de Côte d'Ivoire est cité comme exemple en matière de production de l'anacarde, c'est par les efforts du grand frère Fodio aussi. Mais ces efforts sont restés en vain parce qu'il n'est pas connu. Ne voulant pas rester en marge des impressions et sentiments que leur inspire le courage de leur chef, certains des jeunes villageois ont tenu à s'exprimer à son sujet. Aujourd'hui, on est venu trouver que le grand frère produit bien, mais quand ça arrive, il n'arrive pas à faire sortir le produit parce que l'état de la route n'est pas bien praticable. Vu l'étendue de sa plantation estimée à plus de 80 hectares, avec 2 hectares d'igname, incluant aussi du manioc, de la banane, du taro et du maïs, il fait appel le plus souvent à plusieurs manœuvres. Toutefois, Chef Kwadio, en tant que patriarche, ne fait pas de discrimination entre tous ceux qui sollicitent son soutien, car il emploie les travailleurs tout venant, au point même que des femmes et jeunes filles venues d'ailleurs ont tenu à lui témoigner leur reconnaissance. Moi, ça me fait 5 ans cette année que je viens derrière lui. Mais le chef, en tout cas, c'est quelqu'un de bien. S'il n'est pas bien, moi, si il vient, je ne vais plus rester chez lui. Malgré son dynamisme à travailler en équipe, la saine émulation qu'il partage avec ses travailleurs, il se dit oublié. Alors il demande l'encadrement de l'ANADER et du conseil de coton et de l'anacarde. Regardez comment l'anacarde est serrée. Champ de 80 hectares, tu ne peux même pas produire soit à 30 tonnes d'anacarde. Donc je veux que l'ANADER, conseil coton anacarde, vienne pour voir l'état de notre champ. Les produits, ô combien importants de son dur labeur, pourrissent faute de route d'accès à son village. Dans l'anacarde, Yaobini est parmi les premiers dans le Zanzan. On n'a pas l'eau, on n'a pas l'électrification, on n'a pas d'école. Banane, manioc, taro et tout. Quand les femmes vont pour enlever, ça pourrit ici. Il n'y a pas de route pour faire sortir. Là, ça, Yaobini Nao Djende. Impraticable. Yaobini à Dandia Kekrim. Impraticable. Les élèves, d'autres sont à Dandia, d'autres sont à Kekrimi, d'autres sont à Nao. Quand la Baya coule, il n'y a pas de route pour traverser. Donc les enfants sont obligés de rester ici. C'est dans l'attente d'un espoir qu'une solution sera trouvée au calvaire de ses concitoyens villageois et lui que nous avons pris congé de ce paisible village. Le gouvernement a porté son choix en 2016 dans le secteur des ressources animales et halieutiques sur la filière porcine pour le prix d'excellence qu'il organise chaque année destiné à honorer les plus méritants. Dans le prolongement de cette initiative du gouvernement ivoirien, le ministère des Ressources animales et halieutiques, à travers la CIVAC, Société ivoirienne d'abattage et de charcuterie, a décidé d'honorer ses lauréats, mais également l'ensemble des participants à ce concours. Cette cérémonie que présidait M. le ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Kobenan Kwasi Adjoumani, a compté parmi ses honorables invités Madame la ministre de l'Agriculture en charge de l'élevage de la République sœur du Ghana et d'une forte délégation de la Coperle Arc Atlantique, venue de la France, parrain de cette cérémonie qui s'est engagée aux côtés de la Côte d'Ivoire pour développer et moderniser la filière porcine ivoirienne. Dans son allocution, le directeur général de la CIVAC, Dr Hossein Noël Boka, après avoir remercié le ministre des Ressources animales et halieutiques pour tout l'appui dont bénéficie la filière porcine, a exprimé sa satisfaction vis-à-vis du gouvernement au nom des acteurs de ce secteur pour le choix porté sur la filière porcine ivoirienne. Aussi a-t-il fait savoir que l'objectif de ce concours vise d'une part à encourager les éleveurs à plus de professionnalisme et d'autre part à inciter à une production plus abondante
pour une meilleure couverture de nos besoins en protéines animales, chiffrés à plus de 60 000 tonnes. En outre, il a souhaité un ajustement du prélèvement compensatoire et la mise en place d'un fonds de garantie plus conséquent pour financer les projets et pour soutenir les investissements de cette filière. C'est une bonne chose de faire des importations, mais il faudrait que cela soit contrôlé, de sorte à ce que ça ne tue pas notre production locale. Donc il y a le prélèvement compensatoire qui existe, mais il faut un prélèvement ajusté, mesuré et qui va servir à financer les activités d'élevage, les activités industrielles, etc. On a mis à la disposition de la filière un fonds de garantie, mais ce fonds de garantie est insuffisant. Donc il va falloir encore œuvrer dans ce sens, de sorte à relever ce fonds de garantie-là. Par ce fonds de garantie, on pourra financer les différents projets des différents acteurs. Monsieur Emmanuel Comolt, directeur général de la Coperle Arc Atlantique, s'est dit honoré du choix porté sur sa structure et a rappelé son engagement aux côtés du gouvernement ivoirien à investir dans la filière porcine ivoirienne. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a réitéré l'engagement du gouvernement ivoirien de faire de cette filière un modèle de la sous-région. Concernant le prélèvement compensatoire ajusté, qui demeure une volonté exprimée par les acteurs de cette filière, confrontés aux importations massives venant des pays où l'élevage est pour la plupart subventionné, il a invité toutes les parties prenantes à travailler de sorte à permettre le développement de notre production locale. Nos collaborateurs qui ont pris la parole ont souhaité qu'on mette fin aux importations anarchiques qui empêchent donc les productions locales de mieux se comporter. C'est vrai que tout est libéralisé. Nous ne disons pas qu'il n'y aura plus d'importation au niveau du domaine, mais si nous faisons des prélèvements compensatoires, cela va diluer donc ces importations et les moyens qui en seront issus peuvent être utilisés pour faire de la production locale au point demain de pouvoir combler notre déficit en protéines porcines. Couronnant cette cérémonie, Monsieur le ministre des Ressources animales et halieutiques a honoré les acteurs de cette filière par la remise de 25 diplômes de participation aux éleveurs, 3 diplômes d'honneur parmi lesquels Monsieur Yassé Charles Emmanuel, président de l'interprofession, a été honoré pour son travail distingué. Un tableau d'honneur à la Coperle Arc Atlantique pour sa contribution au développement de la filière porcine ivoirienne. C'est au nom des récipiendaires que Mme Kanga s'est exprimée pour traduire leur sincère gratitude auprès du gouvernement. Par ailleurs, une séance de travail s'est tenue entre la Société ivoirienne d'abattage et de charcuterie, SIVAC, et la Coperle Arc Atlantique. Au cours de cette séance, le directeur général a présenté à ses partenaires venus de la France le plan stratégique de la SIVAC bâti sur un schéma qui intègre l'amont, le centre et l'aval. Selon le directeur général, cette stratégie présente des avantages pour l'ensemble des acteurs de cette filière, notamment les éleveurs, qui sont souvent laissés pour compte. Aussi a-t-il relevé que cette approche permettra à l'État de se retirer de façon progressive pour céder la filière au secteur privé dans lequel les éleveurs joueront un rôle important. Cette vision a été largement partagée par le directeur général de la Coperle Arc Atlantique. Au terme de ces échanges, les deux parties se sont accordées à soumettre au ministère des Ressources animales et halieutiques un projet d'accord pour le financement de ce secteur. Félicitations encore à cette dynamique société coopérative. Le temps qui nous est imparti tire à sa fin, mais avant, notez que les journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques se tiendront à San Pedro du 12 au 15 octobre. Vous êtes tous attendus. Braves paysans, braves paysannes d'Afrique, ces journées sont les vôtres. Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous appeler à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. L'agriculture africaine face aux défis de l'environnement et du développement durable, tel sera le thème qui sera abordé. À très vite.